secret le mieux gardé de l'humanité n'est pas enfermé à double tour dans un coffre-fort de la NASA, de l'ESA, de l'Institut de mécanique céleste ou du service de géodésie de l'IGN. Non. Il se cache dans les méandres tortueux et nauséabonds des gourous manipulateurs, malhonnêtes, voire séniles de la Terre plate. Car ces branquignoles se gardent bien de dire aux moutons qu'ils embobinent que sur une Terre plate, l'horizon est courbe. En effet, sur une Terre plate, où la réfraction atmosphérique n'existe pas, l'angle compris entre l'horizon astronomique, la perpendiculaire à la verticale du lieu, et l'horizon visuel, la rencontre des mers ou des terres et du ciel qui n'est limité que par la distance entre l'observateur et le bord du disque terrestre, cet angle donc varie en fonction de la direction du regard de l'observateur. Et la conséquence immédiate de ce constat, à la portée d'un élève de 6e, c'est que sur une Terre plate, l'horizon se courbe en une jolie sinusoïde parfaitement observable depuis un sommet ou depuis un avion. Mais les gourous de la Terre plate cachent une autre vérité, plus importante encore. Lorsqu'ils sont au bord de l'océan, au sommet d'une montagne, ou qu'ils descendent d'un avion, et prétendent que l'horizon plat invalide la Terre sphérique, ils mentent comme de vulgaires arracheurs de dents. En effet, sur une Terre sphérique, l'horizon visuel est l'intersection du cône que forme le regard de l'observateur et de la sphère terrestre. Et cette intersection forme un cercle parfaitement plat. Un horizon plat est donc la signature géométrique d'une Terre sphérique. Voilà le secret que les gourous de la Terre plate se gardent bien de révéler aux personnes fragiles qu'ils entraînent dans leurs mensonges pervers. Cabin crew, prepare for takeoff. I am Jeremiah Dixon, I am a Geordie boy. Glass of wine with you, sir, and the ladies I'll enjoy. Old Durham and Northumberland is measured up by my own hand. It was my fate from birth to make my mark upon the earth. He calls me Charlie Mason, stargazer am I. It seems that I was born to chart the evening sky. They'd cut me out for baking bread, but I had other dreams instead. This baker's boy from the West Country would join the Royal Society. We are sailing to Philadelphia, a world away from the coldy tide. Sailing to Philadelphia to draw the line, the Mason-Dixon line. Now you're a good surveyor, Dixon, but I swear you'll make me mad. The West will kill us both, you gullible Geordie lad. You talk of liberty.
Un horizon parfaitement plat est donc la signature géométrique d'une Terre sphérique. Mais cet énoncé mathématique recèle un potentiel insoupçonné pour qui n'y prête pas attention. Car l'horizon plat permet de mesurer avec précision le diamètre d'une Terre sphérique. Un jour de l'année 1018, d'après la légende, un des plus grands savants de l'histoire humaine, Afzul Muhammad ibn Ahmad Abu al-Rayhan, plus connu sous le nom de Al-Biruni, installa son astrolabe au sommet d'une montagne du Pendjab. Il fixa l'horizon et fit une mesure angulaire simple. Puis, à l'aide du cosinus de cet angle et de l'altitude de la montagne qu'il avait préalablement mesurée, il calcula le rayon de la Terre. Il obtint une valeur de 6339 km, s'approchant à moins de 40 km, soit 0,24%, de la valeur moyenne actuelle. Le génie d'Al-Biruni est d'avoir compris comment l'observation précise de l'horizon visuel est liée à deux données, l'altitude de l'observateur et le rayon de la Terre. Pour cela, il faut d'abord fixer une autre ligne géométrique, l'horizon astronomique, qui est la ligne perpendiculaire à la verticale du lieu et que l'on fixe soit avec un fil à plomb, soit avec l'observation du zénith astronomique. Il est facile de démontrer que l'angle formé par l'horizon astronomique et l'horizon visuel, ce que l'on nomme l'angle de dépression de l'horizon, dépend à la fois de l'altitude de l'observateur et du rayon de la Terre. Dès lors que l'on parvient à mesurer l'altitude de l'observateur, le calcul du rayon de la Terre est un jeu d'enfant. Pour calculer l'altitude de la montagne au sommet de laquelle il installa son instrument, Al-Biruni fit deux mesures d'angle au niveau de la mer, puis une mesure directe de la distance entre ces deux points. L'affaire était dans le sac, car tout le reste n'était qu'une question d'habileté à manipuler des instruments avec précision. Et pour cela, les astronomes musulmans, qui étaient missionnés pour situer avec précision les lieux saints de l'islam et pour donner les heures exactes de lever et de coucher du soleil pour le ramadan, étaient devenus des experts de la mesure, de la terre et des étoiles. L'angle de dépression de l'horizon est parfaitement connu des marins, qui l'observent depuis des millénaires au sommet de la vigie des navires, alors qu'il n'est que de 0,1 degré environ. Et j'ai montré dans deux autres vidéos qu'on pouvait l'observer simplement depuis, par exemple, Notre-Dame de la Garde à Marseille. Au sommet du Mont Blanc, cet angle est d'un peu plus de 2 degrés. Et depuis un avion croisant à 10 000 mètres d'altitude, il est de 3,2 degrés. La courbure de la Terre, visible sous la forme du plongeon de l'horizon, est donc parfaitement observable depuis une montagne ou un avion, à condition de savoir quoi et comment regarder. La simplicité de l'observation d'Al-Biruni m'a donné envie de tenter à mon tour de mesurer le rayon de la Terre, non pas depuis les sommets des montagnes de la Valouise, mais depuis le hublot d'un avion. Et je dois dire que j'ai été inspiré fortement aussi par les vidéos géniales de Wolfie6020, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, chasseur de branquignoles de la Terre plate. Dans ces vidéos, l'internaute et pilote de ligne australien Wolfie6020 a montré que le plongeon de l'horizon était visible avec un radar météo ou avec le système d'affichage tête haute, l'ATH ou UHD, qui équipe aujourd'hui la plupart des avions. Mais ces instruments ne sont accessibles que dans les cockpits. Wolfie a cependant montré qu'on pouvait prendre le bout des ailes d'un avion, les winglets, pour référence optique de l'horizon astronomique. Certes, la flexibilité des ailes entraîne une élévation des winglets entre le sol et le vol, mais en vol, leur position est relativement stable. Et plus l'avion s'élève, plus l'angle entre le bout des ailes et l'horizon visuel augmente. C'est une façon très simple de voir, depuis son siège d'avion, la courbure de la Terre. Il en existe cependant une autre, bien plus précise. Il s'agit d'une application pour tablette ou smartphone vendue pour quelques euros sous le nom de théodolite.
Le théodolite est cet instrument optique de précision muni d'un oculaire réticulé et de 2 cercles permettant de mesurer des angles horizontaux et verticaux. Il est utilisé tous les jours, depuis 2 siècles, par les géomètres et les géodésiens pour mesurer, entre autres, la dépression de l'horizon et donc la courbure de la Terre. L'application théodolite utilise les accéléromètres et les gyromètres d'une tablette ou d'un smartphone pour calculer les angles d'horizon, d'élévation et d'azimut. L'application tient compte des caractéristiques de chaque modèle de tablette et de chaque type de capteur et d'optique de la caméra après mesure en laboratoire. Sa précision est de l'ordre de 0,09 degrés, ce qui est amplement suffisant pour trouver l'horizon astronomique et observer l'angle de dépression de l'horizon. Le plus délicat est en fait d'utiliser l'application dans un avion. Il faut trouver la bonne position et tenir fermement la tablette afin d'obtenir un angle nul en élévation et le plus faible possible pour l'horizontale. Une procédure de calibration permet de régler correctement ce qui va devenir l'horizon astronomique en vol. J'ai procédé à cette calibration avant chaque départ, dans les aéroports, en prenant comme référence l'horizon des pistes, et j'ai vérifié à la fin de chaque vol la stabilité de la calibration. Bon, les explications techniques et scientifiques sont terminées. Place aux 5 vols en avion de ce mois d'août 2017, place aux mesures, place à la science. Ah, non, il reste une question essentielle à régler une bonne fois pour toutes. Un des arguments fétiches des platistes consiste à répéter que les hublots déforment les paysages à la manière des objectifs fisheye. Tel cet internaute sur Facebook prétendant avoir vu cette déformation lors d'un voyage en avion. Le malheureux ignorait l'existence de la fonction recherchée dans Google Images qui rétablit bientôt la vérité. Il n'avait pas pris l'avion, sa photo provenait d'une page américaine et il se contentait de répéter ce que d'autres lui avaient mis dans la tête. Pour en terminer avec ces fariboles, les aéroports et les paysages des États-Unis offrent aux photographes suffisamment de lignes géométriques pour vérifier la validité ou non de cette assertion. Sur le tarmac de l'aéroport de Dublin, le hublot de l'Airbus A330 et l'objectif de l'iPad conservent parfaitement les lignes droites partout sur l'image. En vol, au-dessus de Chicago, les lignes géométriques de la station d'épuration sont conservées jusqu'au bord du hublot de l'Airbus A330. Et enfin, au-dessus de l'Illinois, les routes tracées au cordeau restent rectilignes à travers le hublot du Boeing 737. Tout est donc parfait, et il est temps de mesurer la courbure de la Terre. I listen to you time and time again, while you tell me just what's right. And you tell me 1,000 things a day, then sleep somewhere else at night, going back to Kansas City. And I love you, dear, but just how long can I keep singing the same old song? And I love you, dear, but just how long can I keep singing the same old song? I'm going back to Kansas City. And you call me to come, then I do. Then you say you made some mistake. You invite me into your house, and then you say you gotta pay for what you break. Going back to Kansas City. And I love you, dear, but just how long can I keep singing the same old song? And I love you, dear, but just how long can I keep singing the same old song?
1,000 miles away from home. And you don't care if I'm asleep or I'm awake. This fickle heart just turned to stone, going back to Kansas City. And I love you, dear. Durant ces 5 vols, j'ai pris plus de 300 clichés avec théodolite. Une centaine seulement ont une valeur de l'angle d'élévation de 0 degré et de 0 ou de 0,1 degré pour l'angle horizontal. Malgré cela, je dois l'avouer, j'ai bien failli ne pas pouvoir mesurer le rayon de la Terre. Non pas en raison du dispositif expérimental, l'application théodolite montre systématiquement la dépression de l'horizon, donc la courbure de la Terre, mais en raison des nuages qui ont presque systématiquement masqué l'horizon visuel. Pourtant, au lever du soleil sur l'Atlantique, l'horizon était merveilleusement visible, mais l'appareil photo de l'iPad ne réussissait pas à mettre au point sur l'horizon. Ces photos sont donc inexploitables. En reprenant mes clichés, j'ai malgré tout trouvé 2 photos exploitables prises lors du premier vol de Nice à Dublin. Sur l'une d'elles, l'horizon visuel est visible entre 2 nuages au moment où l'avion s'apprête à quitter l'Angleterre pour survoler la mer d'Irlande. Mesuré au pixel près, l'angle de dépression de l'horizon est de 2,6816 degrés. Sur le site Flight Radar, j'ai téléchargé le fichier Excel contenant les données de mon vol. Et à l'heure de la prise de vue, 12 h 15 minutes et 9 secondes, l'avion se situait à 32 800 pieds d'altitude, soit 8 331 mètres. La formule du rayon de la Terre, en fonction de l'angle de dépression et de l'altitude de l'observateur, donne alors la valeur de 7599 km, ce qui est assez éloigné du rayon moyen de 6371 km. Il y a 1230 km de différence. Mais il faut intégrer les effets de la réfraction atmosphérique. Pour cela, il existe plusieurs formules simplifiées en fonction d'un état moyen de l'atmosphère. J'en ai retenu 2, au hasard. Pour la première, le rayon de la Terre est de 6397 km. Et pour la seconde, il est de 6332 km, ce qui est remarquablement proche de la valeur réelle. Sur un autre cliché, pris au tout début du vol, et alors que l'horizon n'est pas visible à cause des brumes de la plaine du Pô, c'est la silhouette du mont Viso qui m'a permis de mesurer une nouvelle fois le rayon de la Terre. Mais le calcul est plus compliqué, car il faut tenir compte de l'altitude de l'avion, de l'altitude du Viso, 3841 mètres, et de la distance entre l'avion et le Viso, l'Airbus étant pile au-dessus de la confluence du Drac noir et du Drac blanc à l'instant de la photo. Une fois encore, le rayon calculé de la Terre est presque égal à la valeur moyenne de 6371 km. Mais même si elles sont proches des valeurs réelles du rayon de la Terre, mes 2 mesures n'ont pas la précision de celles obtenues par les géodésiens, car elles n'ont pas la rigueur requise. Les géodésiens travaillent en effet avec le principe de la répétition de leurs mesures, plusieurs dizaines de mesures en quelques instants, et procèdent à des analyses statistiques poussées, la méthode des moindres carrés, qui permettent d'obtenir des valeurs très précises avec des marges d'incertitude réduites. Mais 1000 ans après Al-Biruni, depuis le siège d'un avion, et en mesurant le même angle de dépression de l'horizon, j'ai moi aussi obtenu des valeurs du rayon de la Terre s'approchant à moins de 40 km, soit 0,24%, de la valeur mesurée par le travail acharné et ultra pointilleux des géodésiens. Cette simple observation est un plaisir savoureux. Contrairement à ce que prétendent les escrocs de la Terre plate, la courbure de la Terre est facilement observable à condition de retenir les principes géométriques de base. Un horizon plat est la signature géométrique d'une Terre sphérique. La courbure s'observe sous la forme de l'angle de dépression de l'horizon. Et tout cela est empirique, répétable, mesurable, contrôlable, vérifiable, calculable. Merci Valdemar. Il faut simplement apprendre à se servir avec rigueur d'une application du type théodolite, passer des heures à expérimenter dans l'avion
et ouvrir grand ses yeux sur les beautés de la Terre au lieu de roupiller ou de se gaver de films pendant la durée du vol. Quant à la conclusion, elle s'impose. Al-Biruni est un des plus grands génies de l'humanité.